Bien, alors donc, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que pour créer donc un projet basé sur Spring, pour créer un projet basé sur Spring, donc euh, la première des choses, c'est d'installer le plugin Spring. Donc, je vous rappelle que l'installation, je vous l'ai montré la dernière fois. Je crois que je l'ai ici. Donc, c'est toujours avec Spring MVC. Donc, il s'agit de mettre en place un front controller qui est dispatcher servlet, qui reçoit les requêtes. Et après, par la suite, vous allez créer des contrôleurs. Et chaque contrôleur va effectuer des traitements. Il retourne la vue et le modèle à front controller. Et après, par la suite, le front controller, il fait appel à la vue pour donner un rendu au client. Alors, pour l'installation du plugin, donc je disais, vous pouvez le chercher sur Eclipse Market. L'installation se fait d'une manière assez simple. Et après, une fois que le plugin est installé, donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet Spring. C'est ce qu'on va faire. Alors, Spring Project. Alors, je crois. Oui. Alors, le projet, on va l'appeler e-boutique. E-boutique. Version 3. Alors, quel type de projet Spring? On va choisir Spring MVC Project. Next. Alors, on aura besoin de spécifier le package de base dans lequel vous mettez les éléments. Alors, on va mettre net.sid par exemple, .n7. .eboutique. Alors, donc ça c'est ce qu'il faudrait spécifier. Bon. sid.org.sid.eboutique. Finish. Alors juste assez rapidement, un aperçu sur une fois que vous créez ce projet-là. Le projet donc Spring MVC, c'est un projet qui est basé sur Maven pour la gestion des dépendances et qui a la structure suivante. Alors il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont déjà créés par défaut. Ces éléments-là sont à ce niveau-là. Donc on va chercher les différents éléments qui sont créés. Alors voilà la structure. Et les vues. Alors, une fois que le projet est créé, alors donc la structure du projet est la suivante. Alors tout d'abord, il y a le fichier web.xml que si vous le consultez, donc vous allez trouver qu'il y a la déclaration de Spring pour faire l'injection des dépendances. Alors c'est toujours le listener, context loader listener qui est déclaré. Et bien sûr, context loader listener, par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle rootcontext.xml. En principe que par défaut, il se trouve dans le fichier, dans le répertoire Webenv Spring. Mais après, bien sûr, vous pouvez changer l'endroit. Donc d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Donc on peut le créer à nouveau et on peut le mettre là où on veut. Monsieur, juste au niveau de WebXML, parce qu'il utilise la version 2.5. C'est pas un problème parce que par défaut, il utilise Servlet 2.5 par défaut, mais après, vous pouvez changer. Vous pouvez utiliser Servlet 3.0. Donc tout ça, c'est au niveau des dépendances. Parce que, donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut montrer tout à l'heure. Et la deuxième partie qu'il faut avoir dans Spring, c'est la partie Spring MVC, c'est la déclaration de dispatcher servlet, qui lui-même, une fois qu'il démarre, il cherche la configuration dans le fichier servlet context XML. Servlet context.xml qui devrait également se trouver dans ce chemin-là. Et après, vous avez servlet mapping dans lequel vous avez URL pattern. URL pattern, ça veut dire que, ici vous avez slash, ça veut dire que toutes les requêtes
ils vont passer par app servlet. Et app servlet, c'est dispatcher servlet. Donc, autrement dit, c'est une manière de garantir que toutes les requêtes envoyées passent par le front controller qui est dispatcher servlet. Donc, on est dans cette logique. Et après, le fichier web.xml, vous avez également le fichier rootcontext.xml qui est dans un premier temps qui est vide. Il ne contient rien parce que ça concerne le côté application. C'est le contexte de l'application, autrement dit, c'est l'injection des dépendances, c'est la configuration GPA, c'est tout ce qui concerne la partie contexte applicatif. Mais par contre, pour que votre application puisse fonctionner dans un premier temps, le fichier servlet context.xml contient déjà quelques configurations. Déjà, je vous le rappelle, annotation driven, c'est pour tout simplement spécifier comme quoi je vais créer des contrôleurs, plutôt des contrôleurs Spring basés sur les annotations. La deuxième, vous avez ici un mapping entre les ressources. Alors, généralement, les ressources qui sont accessibles via le web, en principe, devraient être stockées dans le dossier resources. Alors, forcément, par exemple, les feuilles de style CSS, les images, JavaScript, forcément. Et du coup, donc ici, on spécifie un mapping, c'est-à-dire toutes les URL qui contiennent /resources, il va les chercher dans ce chemin. Une autre chose, c'est que vous avez un résolveur de vue, donc on en a déjà parlé. Par défaut, il utilise le résolveur Internal Resource View Resolver, qui indique tout simplement que toutes les vues se trouvent dans le dossier View, notamment WebInf, qui se trouve dans WebInf. Et après, toutes les vues se terminent par JSP. Alors ça, c'est un résolveur de vue très simple qu'on va adopter. Mais après, par la suite, on va le changer. Parce qu'après, on va utiliser les Apache Tiles. C'est un résolveur de vue qui va nous permettre d'intégrer des templates, notamment pour l'application. Et sans oublier, vous avez ici Context Component Scan. Alors ça, c'est pour indiquer à Spring MVC où est-ce qu'il va trouver les contrôleurs. Alors en fait, ici, on suppose par exemple que plutôt les contrôleurs se trouvent dans ce package. Et du coup, donc, quand il va démarrer, il va chercher toutes les classes qui se trouvent dans ce package et qui contiennent la notation contrôleur. Il faut également rappeler un contrôleur, c'est une classe en principe qui contient la notation contrôleur et dans laquelle on trouve des méthodes généralement. Chaque méthode, il permet de faire des traitements. Et après, généralement, vous trouvez des annotations de mapping, request mapping. Par exemple, ici, vous avez slash, ça veut dire que quand j'envoie la requête http localhost slash, ben, c'est cette méthode qui va s'exécuter. La méthode s'exécute et après, il va retourner le nom de la vue qui va s'afficher. Et la vue s'appelle home. Et où est-ce qu'il va trouver, bien sûr, home comme page? Il devrait trouver dans le dossier view un fichier qui s'appelle home.jsp. Et la vue JSP, donc, principalement, c'est une page JSP dans laquelle vous pouvez utiliser des tags libs, par exemple, comme les GSTL et d'autres tags libs qui sont fournis par Spring. Alors ça, c'est l'exemple qu'on vient de créer maintenant. On a créé ce projet-là, mais si vous voulez le tester, donc... alors, j'utilise Tomcat comme serveur. Je vais déployer le projet, je le teste. Et après, par la suite, donc, juste pour vous, c'est important quand même de vérifier si la configuration est bonne avant de passer à la suite. Donc, j'ai le projet eBoutique 3. Alors, il démarre, donc on va essayer de l'exécuter sur le serveur. Voilà ce que vous devrez avoir jusqu'à présent. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer à travers cette présentation ici. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est ça. Le fonctionnement, c'est qu'au démarrage, Tomcat démarre. La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va lire le fichier web.xml. Et quand il va lire le fichier web.xml, il va trouver que vous avez déclaré context loader listener. Lui-même va chercher le fichier rootcontext.xml, il va le lire. Pour le moment, il est vide. Ensuite, il va démarrer dispatcher servlet.
Dispatcher servlet va lire son fichier de configuration qui est servlet context.xml. Et après, quand un client envoie une requête HTTP, elle est envoyée forcément vers dispatcher servlet, parce que nous avons dit que URL pattern slash, ça veut dire que toutes les requêtes passent par dispatcher servlet. Dispatcher servlet va faire appel au contrôleur, il va l'instancier, il va faire appel, il va exécuter la méthode whom qui a été déclarée dans le contrôleur, il fait un traitement, il va retourner la vue et le modèle, et après par la suite, le dispatcher servlet va faire appel à la vue, il va le donner un rendu. Si c'est du HTML, donc il va être envoyé vers le client. Donc ça c'est le fonctionnement de base. D'accord? Alors jusque-là, on n'a pas touché encore, on n'a pas écrit du code, mais ça c'est la configuration de base, il faut la comprendre. Alors maintenant, on va commencer à développer notre application. On commence tout d'abord par les entités. Alors pour les entités, on va créer des classes. Alors je vous rappelle quand même que les entités qu'on va créer sont là. Voilà. Donc il y a produit, on va créer produit, catégorie, commande, ligne de commande, client, panier, user et rôle. Et après on va utiliser donc les annotations GPA pour gérer la persistance. Alors pour les packages, donc on va toujours garder le package de base et après on va ajouter ici entities. Donc ça c'est les entités. Il y aura l'entité produit. Dans le même package, il y aura l'entité catégorie. Donc un produit appartient à une catégorie. Une catégorie contient plusieurs produits. Ensuite, il y aura l'entité client. L'entité commande. Donc un client peut passer plusieurs commandes. Et après, une commande concerne plusieurs produits avec une ligne de, plutôt avec une quantité. Donc il y a ligne de commande. S'il vous plaît. Alors, après ligne de commande, il y a on a créé la commande. Après la classe user, tout à fait. Les utilisateurs. Les rôles. Et le panier. Le panier qui est une entité qui n'est pas persistante. Panier. Alors, on va déclarer donc les attributs de catégorie. Alors, on va supposer que les entités, c'est des classes qui sont sérialisables. Une catégorie est définie par ID catégorie, qui est de type lang. Le nom de la catégorie. Nom catégorie, qui est de type string. La description, qui est de type string. Et après, il y a la photo. Alors, on va supposer que la photo, on va l'enregistrer dans la table. Plutôt, et du coup, donc, on va utiliser un tableau de bytes. Donc, pour nous, ça représente la photo. Alors, ça, c'est les données de la photo. Mais généralement, quand vous enregistrez la photo, vous avez également besoin d'enregistrer le nom de la photo. Alors, comme ça, si vous voulez garder quand même le nom original de la photo, vous pouvez le faire. Donc, c'est-à-dire, on va ajouter un autre attribut, nom, photo. Et après, une catégorie concerne un produit. Ce n'est pas un produit, c'est une collection de produits. Une catégorie correspond à plusieurs produits. Alors, la collection de produits. Alors, on va générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Donc, on va supposer que des catégories, il est auto-increment et après, on va spécifier, voilà. On ne va pas mettre la collection de produits, peu importe. Donc, vous pouvez choisir un constructeur
que vous voulez. Alors qu'un produit, il est défini par les attributs suivants. Donc, c'est une entité qui est sérialisable. Un produit est défini par ID produit, le nom du produit, on va dire désignation, la description, et le prix. Le prix, c'est un double. Il y aura l'attribut sélectionné. Est-ce qu'il est sélectionné? Donc, c'est un booléen. Selected, si vous voulez. Booléen. Et après, il y a la photo. Il y a la photo. Alors ici, donc, on va changer. On va supposer que la photo, on ne va pas l'enregistrer dans la base de données. On va enregistrer que le nom de la photo. Donc, on va spécifier le nom photo, tout simplement photo. Alors, un produit appartient à une catégorie. Donc, c'est une association bidirectionnelle. Catégorie. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors, sélectionner, photo, prix, description, désignation, la quantité. Alors, gérer aussi la quantité. C'est la quantité disponible. Oui, en stock. Ce n'est pas la quantité commandée, parce qu'en fait, la quantité commandée, ça concerne la ligne de commande. Tout à fait. Alors, la même chose, donc on va gérer les getters, générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, la même chose, on suppose qu'ID produit les auto-increment, donc on ne va pas spécifier la catégorie, et ça peut passer comme ça. Alors, un client. Un client est défini par id des clients, qui est de type langue, le nom, l'adresse, juste le nécessaire pour passer une commande. On a besoin de l'adresse du client et on aura besoin de son email et de son numéro de téléphone. Alors, un client peut passer plusieurs commandes. Donc, on aura une collection de commandes. Et après, on va générer les getters et setters. On génère un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, une commande. C'est une entité sérialisable. On va supposer qu'une commande est définie par ID commande. Oui? Quoi? Et oui, langue. Ça, c'est un objet. Alors, on revient à l'année dernière, on le réexplique. Alors, ça, c'est un enveloppeur, c'est un objet. Alors que langue L minuscule, c'est une primitive. La différence, forcément, c'est que ici, la valeur par défaut, c'est 0. D'accord? Alors que quand vous mettez langue, la valeur par défaut, c'est nul. Alors, généralement, les identificateurs, souvent, on utilise les objets et non pas les primitives. Hein? Alors, une commande est définie par la date commande. Java.util.date, date commande.
Et après, une commande contient une liste de lignes de commande. Une collection lignes de commande qu'on va appeler ligne de commande ou bien items par exemple. Et concerne un client. Alors ici, nous sommes toujours en train de travailler des associations bidirectionnelles clients. Alors, les getters et setters, un constructeur. Alors, la même chose, bon, ce genre de... Si vous supprimez ça, vous avez que la date elle-même, vous la supprimez, vous dites j'ai besoin que des constructeurs sans paramètres, de toute façon. Et après, vous utilisez les setters pour... parce que parfois, il y a plutôt des objets qui composent, et du coup, donc, vous pouvez vous limiter sur des constructeurs sans paramètres, il n'y a pas de problème. De toute façon, le choix des constructeurs, c'est à vous de définir les constructeurs que vous voulez. Ligne de commande. Alors, ligne de commande, on va l'identifier par un numéro, long ID. En fait, une ligne de commande correspond à un produit, une quantité. Donc, je vais commander un produit avec une quantité, avec un prix. Et après, si vous voulez gérer donc l'association bidirectionnelle, vous pouvez mettre commande, n'est-ce pas? C'est pas obligatoire, donc si elle est ici, donc vous pouvez la garder comme association unidirectionnelle, mais si vous voulez quand même la garder, vous utilisez commande. Une ligne de commande correspond à une commande. Je crois que c'est tout. Donc un constructeur sans paramètres peut suffire aussi. On va jeter quand même un constructeur avec paramètres. Alors, on va spécifier le produit, la quantité, le prix, quantité-prix. Hey, il a voté. C'est pas un problème. Vous savez que les constructeurs, surtout vous créez vos constructeurs, vous les utilisez vous-même, vous créez 3, 4 constructeurs, il n'y a personne qui va vous dire non. Et après, pour terminer, un utilisateur, on va le définir par ID user. On va le définir par le login, username, password, actived, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur est activé ou pas. C'est un booléen. Et après les rôles. Donc une collection de rôles. Les rôles. Un constructeur avec paramètres. Et les rôles. Alors, un rôle est défini par un ID. Après, par le nom du rôle. Et voilà, donc un rôle correspond à un utilisateur.
Nous sommes toujours en train de... parce que one-to-many, many-to-one. En fait, c'est vrai que quand vous dites un rôle correspond à un utilisateur, ça peut paraître hein, anormal, mais dans notre cas ici, c'est normal. C'est-à-dire pour chaque je crée plutôt un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Et après, si vous voulez le garder unidirectionnel, ça change rien. De toute façon, c'est one-to-many. One-to-many, quand vous dites one-to-many, de l'autre côté, c'est many-to-one. Alors, sélectionnez les getters et setters. Vous suivez? Ouais, plutôt avec les écrans. Parce que si vous travaillez en même temps, si je le fais, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Parce qu'après, vous allez terminer ça. Alors, ne pleurez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, je définis un rôle par le nom du rôle. Et maintenant, on arrive aux annotations, GPA. Maintenant, la persistance. Alors, pour la persistance, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'annotation. Quelle annotation? Entité. Contrôle espace, il n'y a pas. Alors, ça veut dire que ici, donc, vous aurez à nouveau besoin d'intégrer des fichiers .jar. Alors ici, donc, pour ne pas chercher des fichiers .jar, ça, on va le faire avec, comme on utilise Maven, on va chercher les dépendances. Alors, en fait, quelles sont les dépendances dont vous aurez besoin pour le moment, pour gérer la persistance? Alors, vous aurez besoin de Hibernate, GPA. Ils sont là. Alors, pour la partie Hibernate, donc, on aura besoin de Hibernate Entity Manager. On aura besoin de Hibernate Validator parce qu'on va faire la validation du formulaire. Il y a des annotations pour la validation. Et également, on aura besoin du connecteur de MySQL. Alors, pour ajouter ces dépendances en principe, vous les prenez et vous allez les copier dans pom.xml. Alors, le projet Maven, généralement, contient le fichier pom.xml. Et ce fichier-là, on sait déjà qu'il contient déjà des dépendances par défaut. Il y a déjà Spring MVC, il y a quelques dépendances qui sont déclarées. Alors vous, donc, à la fin, juste avant dependencies, donc on va l'ajouter. Voilà. Alors en principe, le fait de copier ces dépendances ici, ça veut dire que vous êtes en train de demander à Maven, j'ai besoin d'un ensemble de fichiers .jar. Une fois que vous enregistrez, alors si vous avez une connexion, vous allez remarquer ici qu'il est en train de mettre à jour le projet. Une fois que vous enregistrez, alors si vous avez une connexion Internet, il va se connecter pour chercher les jars. Alors si ces fichiers .jar se trouvent dans le repository de Maven, c'est-à-dire, voilà, parce que je dois quand même vous rappeler que Maven, quand il se connecte à Internet pour chercher des fichiers .jar, et il va les stocker où? Ces fichiers .jar, il y a un repository dans lequel il y a utilisateur, le profil utilisateur, il y a voilà, un dossier .m2, Maven 2, dans lequel vous trouverez un dossier repository et dans lequel il y a ici, donc il va stocker voilà, tous c'est-à-dire les bibliothèques que vous utilisez d'une manière générale. Vous voyez donc il y aura des fichiers .jar et d'autres fichiers que vous pouvez intégrer. Alors en tout cas, ça, c'est très important parce que le grand problème des développeurs J2E, c'est justement ces problèmes de dépendance. Vous avez besoin de beaucoup de fichiers .jar. Après, il y a les conflits entre les versions. Et du coup, à un moment donné, vous allez passer parfois du temps à chercher le bon fichier .jar. Alors, avec Maven, c'est beaucoup plus simple. Donc, il suffit de savoir quelle version que vous voulez utiliser. Vous déclarez la dépendance et c'est lui qui va se charger de gérer ça. Monsieur, oui. Au niveau de Hibernate Validator, est-ce que les données sont validées dès qu'on saisit les données ou bien dès qu'on... Non, et c'est donc, je n'ai pas encore saisi les données. Je valide au niveau de l'entité. Moi, quand je crée une entité, plutôt ces annotations, ils vont, Hibernate Validator, il va valider. Parce que si les données sont correctes, il va les accepter. S'ils ne sont pas corrects, il génère une exception. Alors maintenant, côté Spring MVC, côté web, c'est là où on va gérer, c'est-à-dire les messages d'erreur qu'il faut afficher. Mais ça, c'est la validation. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse tout d'abord. Bien sûr. Les entités qu'on est en train de créer, je suis en train de valider les entités. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je sais qu'un produit,
Alors, on va parler de ça parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore validé. Il faut qu'on termine tout d'abord le. des HTML validateurs. Alors, on va essayer de parler de ça. Alors déjà, si vous avez donc copié les dépendances, on va régler le problème maintenant des annotations. Alors s'il vous plaît, s'il y a des questions, je préfère que vous les posez comme ça au lieu de passer du temps à discuter entre vous. Alors, quelles sont les annotations dont on aura besoin? Il y a entité, l'annotation ID, c'est un identifiant, et après on voudrait qu'il soit généré automatiquement, donc generated value, stratégie generation type point identité. Voilà. Après, ça c'est pour GPA. Tout ça c'est les annotations GPA. Alors, on va garder les annotations par défaut de l'autre côté jusqu'à ici. Voilà. Alors ici, un produit correspond à une catégorie, donc on va utiliser l'annotation many to one. Et après, on va spécifier la jointure, la clé étrangère. Alors, joint colon, le nom de la clé étrangère, c'est... Alors, quand vous dites un produit appartient à une catégorie, ça veut dire que vous aurez la clé étrangère, on va l'appeler ID catégorie. ID catégorie, on peut l'appeler comme vous voulez. Ça doit être le même. Non, c'est pas obligatoire, vous pouvez l'appeler ID 4. Parce qu'en fait, la clé étrangère, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de lui donner le même nom que la clé primaire. Parce que de toute façon, pour lui, il assure la relation. Hein? Il n'y aura pas de problème. Non, aucun problème. L'essentiel, ça concerne la base de données. Si c'est le nom dans la base de données. Là, ID4, c'est la clé, c'est une colonne, parce qu'en fait, je sais que l'entité, il va être enregistré dans quelle table? La table, d'ailleurs, par défaut, c'est produit. Donc ça, c'est la table qui va être créée. Et dans produit, il y aura bien sûr ID produit, la désignation et tout ça. Et après, il y aura une clé étrangère. C'est ID4, comment vous voulez l'appeler. Mais après, est-ce que vous êtes obligé de lui donner le même nom que la table? Non, c'est pas obligatoire. Mais généralement, vous gardez... Alors, si même vous mettez rien, il va lui donner le nom catégorie.id catégorie. Donc, il donne un nom par défaut. Donc, si vous voulez, on va quand même pas les bonnes pratiques. Vous gardez le même nom qui se trouve dans la clé étrangère. Donc, ID catégorie. Alors, ça, c'est pour les annotations GPA. Alors, pour juste la validation, si vous voulez faire la validation, on va prendre l'exemple de la désignation. On va utiliser la notation not empty. Alors, ça, c'est de la validation. Maintenant, j'utilise Hibernate Validator. Not empty, ça veut dire que je n'accepte pas que désignation soit nulle. Et après, on peut spécifier par exemple size. On va spécifier par exemple la longueur minimale, c'est 4 caractères. Et la longueur maximale, par exemple, désignation, par exemple, c'est 15. Ah, c'est un entier. Alors ici, donc, je suis en train de faciliter le travail par la suite. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire, une fois qu'une annotation sera créée, plutôt une entité, un objet de produit sera créé, c'est Hibernate Validator qui va vérifier tout d'abord est-ce que la valeur de désignation respecte cette valeur. Bien sûr, c'est de la validation côté serveur. On va même dire c'est validation côté entité. Ben, il dit que donc si ça ne marche pas, il génère une exception. Mais après, on va voir que Spring il dispose de ses propres moyens qui permettent de récupérer ces exceptions et de les afficher au niveau de l'interface. Etc. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer le principe. Alors, on va choisir la même chose pour la description. La description, elle est la même chose, elle est obligatoire. Allez, on va dire que la description n'est pas obligatoire. On va dire que le prix, il est
Alors, la description, selected obligatoire, photo, quantité. Allez, peu importe. Donc, on va le laisser comme ça, on passe à autre chose. Par défaut, c'est 0, parce que c'est une... Et après, vous pouvez spécifier d'autres annotations. Vous dites le prix doit être supérieur, inférieur. Donc, je vous laisse un petit peu la possibilité de définir vous-même les... Oui, c'est pour cela que je vous disais, donc, ce que vous devrez savoir, c'est que dans ici, les annotations, c'est Hibernate Validator. Donc, forcément, il y a plein d'annotations avec lesquelles vous validez tout ce que vous voulez. Donc, ouais. Alors, pour la catégorie, donc il y a entité. Alors, la même chose, donc il y a la notation ID, generated value, stratégie, égale generation type, point, identité. Alors, je laisse tout ça. Alors, il y a une annotation que nous n'avons pas. En fait, ça, c'est la photo. Alors, vous savez que là, si vous déclarez un tableau, plutôt un objet de type, un attribut de type byte, un tableau de byte, si vous voulez qu'il lui est associé donc un champ binaire de grande taille, il y a une annotation qui s'appelle c'est GPA, lob. Alors, la notation lob, donc, c'est pour indiquer comme quoi il va utiliser donc, le type lob au niveau base de données pour stocker la donnée. Parce qu'ici, on suppose que la photo va être stockée dans la table. Sinon, il va choisir un type, mais généralement, vous savez que dans lob, dans MySQL, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a short, il y a long, tout dépend de la taille des photos que vous voulez stocker. Donc, par défaut, il va lui associer un plutôt short blob. Donc, c'est-à-dire c'est toujours un type un fichier binaire, mais avec de petites tailles. Alors, quoi d'autre? Ici, vous avez une association one-to-many. Alors, comme c'est une association bidirectionnelle, on va choisir mapped by. Alors, de l'autre côté, c'est catégorie. C'est-à-dire que dans la classe produit, il y a un champ qui s'appelle catégorie qui est déjà décrit ici. Alors, le champ catégorie, on a déjà spécifié la clé étrangère. C'est tout. Alors, client. Alors, pour la catégorie, la même chose. On va quand même faire une validation parce que je devrais vous montrer comment faire ça avec Spring MVC. La même chose, donc le nom de la catégorie, on va supposer qu'il n'est pas not empty. Et en même temps, on va spécifier la taille. Si on spécifie la taille, c'est pas la peine de faire non. Oui, tout à fait. Alors, la taille, par exemple, 4, min et max égale à 20. Alors, la même chose pour la description. Alors, ici, on va spécifier que le min, par exemple. Ah ben, c'est juste un exemple. Alors, un client. Oui. Au niveau du validateur, est-ce qu'il y a le validateur le cas des images? Oui. Alors, je vous dis bien, vous regardez les annotations, il y a toutes les validations possibles. Il y a même la possibilité de valider un champ par les expressions régulières, mais surtout, ce qui est important, c'est que je peux valider un champ par rapport à la valeur d'un autre champ. C'est-à-dire, je voudrais par exemple que la valeur qui se trouve là il dépend également de la valeur qui se trouve dans l'autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, vous regardez ces validations. Alors, en plus de Hibernate Validator, il y a également les annotations de Spring pour la validation. Donc, il y a plein de...
Alors, entité. Alors, je vais maintenant reprendre. Ça, c'est une ligne qu'on va reprendre plusieurs fois. Alors, la même chose ici. Donc, vous avez la notation one, to, many. C'est une association bidirectionnelle, mapped by. Alors, de l'autre côté, il y aura client. Là, comment? C'est client. C'est-à-dire, dans la classe commande, il y aura un attribut qui s'appelle client. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Entité. Alors, ici, donc, c'est toujours one to many. Mapped by commande. Et après, many to one. Alors, quand vous dites many to one, il y a une clé étrangère. Joint colonne. Le nom. Oui. Alors, ID client. Ça n'a par exemple une association, une composition entre deux classes, par exemple. Comment on peut gérer ça avec La classe ligne de commande. C'est une composition. C'est une classe composite. Parce qu'il y a une composition d'Elsa. L'agrégation, composition. Ah, tu parles composition. Ah, d'accord, la composition. L'agrégation. Mais vous savez, dans les entités, les structures, dans le ça c'est-à-dire la classe, elle est à l'intérieur. Ben, ici, vous spécifiez Les entités sont les entités des entités. ben, de toute façon, c'est des entités. C'est une classe interne, vous voulez dire? Parce que quand vous dites une composition, c'est quoi? Une composition, ça veut dire à l'intérieur d'une classe, vous avez une classe interne. Ben, généralement, c'est des cas vraiment rares, mais si vous voulez quand même les faire, ben, vous le faites, vous travaillez de la même manière. C'est-à-dire, vous supposez que c'est une classe interne. Et une classe interne, souvent, vous spécifiez le nom de la classe, point, classe interne. Mais après, donc, c'est des petits problèmes. Alors, je vois que si vous êtes devant votre ordinateur, vous essayez de reproduire le même cas, vous y arriverez. Mais il faut essayer. Mais si vous cherchez des réponses assez rapides comme ça, c'est pas... Est-ce que c'est ça votre question? Parce que vous me posez des questions, mais parfois j'ai l'impression que vous... Par exemple, user عنده adresse. هذيك adresse نديروها classe. Suppose qu'il a une carte. On définit هذا. C'est ça. C'est la même chose. C'est une entité, donc tu fais la relation, sauf qu'au niveau encapsulation, il se trouve à l'intérieur de la classe interne. Alors, ligne de commande. Entité. Le produit. Alors, ici, ça, c'est mini. Mini to one. Join. Colonne. Alors, ça, c'est ID produit. C'est bien ça? Est-ce que vous suivez? Non. Alors, ID produit. Alors, quoi d'autre? Alors, ça, c'est également mini to one. Alors, une ligne de commande correspond à une commande. Ici, c'est ID commande. C'est tout. Et il reste user. Perdu.
Alors, en fait, la table, on va l'appeler table users. Alors, je dois quand même vous rappeler, si vous voulez spécifier le nom de la colonne, vous utilisez colonne. Alors, on va utiliser user ID, name égale le nom de la colonne, ainsi de suite. Username et après vous avez l'association one to many. Alors vous avez une association one to many avec une clé étrangère. Alors comme l'association n'est pas bidirectionnelle, la clé étrangère vous allez la spécifier ici. Join column. Name égale la jointure. Alors la jointure c'est c'est dans rôle vous avez ID user. Donc user ID. Voilà. Alors il y a quand même une entité qui n'est pas persistante. Vous vous rappelez? C'est panier. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans le panier? Alors le panier, si vous voulez, on peut la déclarer sérialisable, pas de problème, parce qu'il se peut qu'on aura besoin d'enregistrer temporairement le panier, par exemple, dans un fichier. Mais surtout, on aura besoin d'une collection. Alors pour ne pas travailler avec une collection de type liste, on va utiliser une collection de type map. C'est mieux, parce que ça nous permet de retrouver les produits par la référence du produit ou bien par ID produit. Alors je sais que ID produit il est de quel type? De type long. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre dans la collection? C'est ligne de commande. Alors ça c'est items. Et après, on va l'initialiser par hmap. Alors ici, donc, pour la gestion du panier, comme je disais, il y a quelques méthodes utilitaires que vous pouvez ajouter. Alors, une méthode qui permet d'ajouter un produit. Add, public void, add, on va dire article. Alors, quand on veut ajouter un article, tout ce que l'utilisateur, il va sélectionner le produit P et la quantité. Je voudrais ajouter un produit avec une quantité à la liste. Alors pour le faire, en principe, il faut déjà vérifier est-ce que le produit n'existe pas dans la liste. Et du coup, donc vous allez faire le test. If items .get cp.get id produit. Je vais chercher s'il est égal à nul. Alors, s'il est égal à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas. Alors, s'il n'existe pas, je dois créer une ligne de commande. Ligne de commande égale new ligne de commande. Et après, je définis la ligne de commande .set produit. C'est quoi le produit? C'est P. LC LC.set quantité. C'est la quantité. LC.set prix. En fait, le prix, je ne sais pas si c'est le prix du produit, c'est-à-dire c'est P.getPrix. Voilà. Else, je vais récupérer la ligne de commande et je modifie la quantité, exactement. Donc, c'est-à-dire, c'est items. Alors, s'il est différent de nul, je la récupère et lc.set quantité égale la quantité actuelle, lc.
get quantité plus la quantité. Voilà un petit problème généralement si vous faites des méthodes comme ça, vous aurez vraiment facilité le travail par la suite. Donc si le produit existe, oui. Si au fur et à mesure que vous voulez ajouter un produit, le prix a changé, alors ça c'est une autre histoire. Oui. Ouais, si on discute ces cas exceptionnels que vous me posez. La session 20 minutes. La session, est-ce qu'on fait 20 minutes? Dans des conditions. Au niveau de sérialisation. Ils sont sérialisés. Alors, quelle méthode? L'autre méthode à faire. Alors, on aura besoin de consulter la liste des lignes de commande. Ligne de commande. Je vais l'appeler get items. Alors, return, c'est items. Alors, comme c'est une collection de type map, donc je passe vers values et après, tout court, c'est les valeurs. Donc, c'est-à-dire, je récupère juste la collection de lignes de commande. Si vous vous rappelez bien, au niveau du panier, on aura besoin également de connaître le total du panier. Alors, c'est bien, généralement, on le fait ici. C'est-à-dire, si vous voulez afficher le total, on va créer une méthode qui permet de retourner un double. On va l'appeler get total. Si vous voulez calculer le montant total du panier, ben on fait une boucle. Double total égale à 0. Et après, on va faire une boucle pour chaque ligne pour chaque ligne de commande, LC de items.values total plus égal, c'est ligne de commande point get prix fois LC get quantité. Return total. Et enfin, c'est dans un panier, on a besoin de connaître le nombre de produits. On peut créer une méthode qui s'appelle getSize. Alors vous allez voir que ces méthodes-là, ils vont vraiment vous faciliter le travail par la suite au niveau de la couche web. Alors la taille, c'est quoi? C'est return items.size, tout simplement. Alors ça, c'est le panier. Supprimer une ligne. Supprimer exactement une ligne du panier. Public void delete item. Alors pour supprimer, on va spécifier la référence du produit. Et après, on va vers items.get. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc directement .remove la clé ID produit. Alors quelques méthodes du panier. Alors maintenant, avant de passer à la création des méthodes, ce qui serait quelque chose que vous avez l'habitude de faire, on va vérifier est-ce que la table sera générée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour générer les tables? Alors quand on a travaillé avec EJB, donc a priori vous démarrez le serveur, ça marche, n'est-ce pas? Alors qu'avec Spring, il faut configurer. Donc il faut configurer le data source, configurer plutôt GPA pour que ça marche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Tout d'abord, oui. Concernant ce qu'on ajoute des liens de commande en panier, on ne va pas vérifier la quantité commandée avec la quantité constante. Oui, en principe, oui. En principe, mais ça, on va le vérifier dans la commande. Hein. C'est quand vous allez passer la commande. Mais quand vous stockez dans le panier, il n'y a pas de problème, vous stockez. Mais après, quand vous passez la commande, il se peut que ça ne marche pas.
Alors, pour gérer pour la partie GPA, alors la première des choses, on aura besoin du fichier persistence.xml, n'est-ce pas? Réveillez-vous, parce que j'en vois vraiment que vous êtes en train de faire un shutdown. Alors, j'attends votre participation, au clair. Ça, je sais que vous l'avez déjà fait. Enfin, vous le faites déjà, mais sur Spring. Mais c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Je viens de créer les entités, la suite, c'est quoi? Donc, j'ai besoin du fichier persistence.xml. Alors, le fichier persistence.xml, en principe, il se trouve dans Meta. Alors, on va créer un fichier persistence.xml. Donc, je cherche XML directement. C'est un fichier XML que je vais appeler persistence.xml. Next. Alors en fait, pour créer, il y a un catalogue. Donc je vais créer un fichier persistence.xml à partir d'un schéma. Je vais sélectionner les catalogues. Il y a plein de catalogues. Je vais chercher le catalogue persistence. Persistence 2. Persistence 2. Voilà, il est là. Alors, en fait, le préfixe, parce que quand vous spécifiez un namespace, le préfixe, on va donner le préfixe par défaut. On ne va pas mettre persistence. La racine, c'est persistence, et voilà. Donc, ça vous permet de créer un fichier persistence.xml que vous allez compléter. Alors, l'unité de persistance, on va l'appeler UP, par exemple, boutique. Et après, quelle transaction type? Alors, ce n'est pas GTA. Alors ici, donc, c'est ressources locales. Parce qu'ici, donc, on ne va pas travailler dans un serveur d'application. Sinon, si vous voulez déployer le data source indépendamment, comme on a fait avec GBoss, vous utilisez GTA. Alors ici, donc, c'est une ressource locale. Et du coup, donc, vous aurez besoin de spécifier par la suite la configuration. Alors ici, donc, slash persistance. Alors, quelles sont les choses que vous allez ajouter? Alors, vous aurez besoin de spécifier le provider. Alors ici, donc, GPA, mais quelle implémentation GPA? C'est Hibernate. Alors, Hibernate, c'est org.hibernate.ugb .hibernate provider. Alors, pour ne pas écrire des choses... Alors, ça, c'est les entités. On a fait ça. Alors, pour tester les entités, donc, on aura besoin de Hibernate persistance. Donc, ça, c'est le... Après, quelques propriétés comme Hibernate show SQL, Hibernate HBMDDL, donc update pour demander de générer la base de données. Après, MySQL dialect. Alors, ces informations-là, vous aurez besoin de les spécifier. Voilà. C'est bon? Alors maintenant, après, si vous voulez que, ce... Alors pour faire la configuration GPA, on aura besoin de quoi? De déployer un data source. Alors pour le data source, on aura besoin de spécifier driver class name, URL, username, password. Après, on aura besoin de créer un objet persistence unit manager qui va utiliser le data source, entity manager factory qui va utiliser persistence unit manager, et après on va déployer un objet transaction manager pour la gestion des transactions. Alors tout ça, il est fourni par Spring. C'est Spring qui va faire ce travail, mais bien sûr vous aurez besoin de gérer ces dépendances au niveau du fichier contexte.xml. Alors, c'est pour cela, en fait, vous aurez besoin d'ajouter quelques dépendances. Alors, c'est vrai que par défaut, quand vous créez votre projet, dans les dépendances, vous trouverez Spring Context et vous avez également Spring Web MVC. Ça, c'est déjà fait. Mais par contre, ce que vous allez ajouter, c'est ça. C'est Spring TX, c'est la gestion des transactions. Spring ORM, pour tout ce qui est la relation Spring GPA. Spring Beans, pour la gestion des beans. Et après...
Spring Core. Alors ça, c'est des dépendances que vous allez ajouter à nouveau. Alors si vous, bien sûr, si vous oubliez, si vous faites pas, si vous ajoutez pas ces dépendances, vous aurez du mal à retrouver les classes. Vous trouvez vous aurez quelques exceptions de type class not found exception. Hein. Vous aurez des classes qui ne vont pas être retrouvées à un instant donné. Alors justement, le premier problème qu'on devrait régler, c'est la version de Spring qu'on va utiliser. Oui. Là, mais il faut voir ça, parce que Hibernate, en fait, GPA, c'est une spécification qui possède plusieurs implémentations. Alors maintenant, Spring a besoin de savoir quelle est l'implémentation GPA qu'il doit utiliser. Alors nous lui disons comme quoi il va utiliser Hibernate persistance. Mais vous savez que Hibernate, il est développé par JBoss, n'est-ce pas? Bah forcément, quand vous travaillez avec JBoss, vous n'avez pas besoin de spécifier ça, parce que par défaut, il utilise Hibernate persistance. Mais maintenant, quand vous travaillez avec Spring, vous pouvez utiliser Hibernate, quand vous pouvez utiliser Toplink ou bien Ibatis. Donc c'est là où vous allez changer, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est l'avantage de travailler avec Spring, c'est que vous configurez ce que vous voulez utiliser. Alors que si vous travaillez avec un serveur d'application, parfois, au niveau de la configuration, il vous impose les implémentations des frameworks qu'il utilise. Alors, donc, pour ajouter les dépendances, à nouveau, donc, on aura besoin de regarder le fichier persistence.xml. Alors, dans persistence.xml, un problème qu'il faut régler, c'est la version. Alors, vous allez remarquer que dans ce fichier-là, il y a quelques propriétés dans lesquelles il y a la version de Spring, n'est-ce pas? Alors, la version du framework Spring qu'il a utilisé, c'est la version 3.1.1. On va la changer. On va utiliser 3.2.2. Alors, comme ça, on aura la même version pour tous les modules Spring, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la recommandation que je vais vous faire. Mais sinon, vous gardez la version. De toute façon, ça va marcher également pour la version 3.1.1. Alors, enregistrer. Et je vais ajouter les dépendances. On a déjà ajouté la partie Hibernate. Maintenant, je vais ajouter quelques modules de Spring. Alors, comme je disais, j'ajoute Spring. Alors, vous voyez donc, au niveau de la version, j'utilise toujours. C'est la référence vers cette version qui est spécifiée là. Alors, ça vous évite, parce que ça, c'est un peu grave. Quand vous utilisez Spring ORM version 3, alors que Spring, par exemple, TX, vous utilisez la version 2.5. Vous aurez vraiment des problèmes de... Donc, vous utilisez, pour tous les modules Spring, vous utilisez la même version pour éviter des problèmes. Donc, Spring, voilà, TX, Spring ORM et Spring Beans, Spring Core. Enregistré. Alors, bien sûr, ici, on fait les dépendances. Alors, pour la configuration, en principe, pour faire l'injection des dépendances, on peut le faire directement dans le fichier root.context.xml. Alors, je vous rappelle que, en fait, quand le serveur démarre, plutôt context loader listener, c'est ce fichier qu'il va lire. Donc, c'est là où il y aura l'injection des dépendances. Alors, je ne vais pas l'utiliser, mais je vais créer un autre. Bon, ça serait l'occasion de vous montrer comment créer un fichier de configuration Spring. Alors ça, c'est ce genre d'erreur, il ne faut pas les laisser. Ça veut dire qu'il y a un problème. POM.xml, vous regardez les dépendances, vous trouverez... Alors, les dépendances, il y a un problème. Donc, ce qu'on vient d'ajouter là, a priori, il pose problème. Alors, je vais les supprimer. Donc, l'erreur devrait disparaître en principe. Alors, j'ai toujours, c'est la version 3.2.2. Alors, comme je ne suis pas connecté, il se peut que j'ai utilisé une version qui nécessite de connecter le... Alors, je vais juste m'assurer. Alors, c'est bien la version 3.2.2.
Alors c'est ça. Non, en fait, non, il y a un petit problème. Alors voilà ce que je vais faire. Alors je vais vous montrer une autre manière de... En fait, ça ne devrait pas poser de problème, mais il se peut que ça nécessite une connexion. Ça, c'est le genre de problème que vous allez avoir. Alors je supprime ce que je viens d'ajouter. Alors voilà ce qu'on va faire. Donc dans les dépendances, ajouter. Hein, vous pouvez les chercher directement ici. Ajouter et vous cherchez Spring. Alors bien sûr Spring, donc on va regarder. Donc on aura besoin de Spring Beans. Alors quelle version? Regardez. C'est toujours la version 3.2, enregistrée. Alors, pas de problème. Vous ajoutez Spring ORM, Spring Core. Pas de problème. On va ajouter Spring ORM. Alors c'est toujours la version, ici regardez, donc c'est la version 3.2.3. Après on va la changer. Sinon on va supprimer Spring ORM. Alors dans Spring ORM, vous trouverez ici les versions 3. Donc je vais utiliser 3.2.2. Enregistrer. A priori ça marche. Et après il reste Spring TX. Toujours la version 3.2. Voilà. Bah, c'est des petits problèmes qui arrivent, mais en tout cas, si vous regardez bien votre fichier, bah, vous trouverez que quand vous venez d'ajouter ces dépendances, qui sont là. Comment? Oui, mais en fait, si vous faites la référence, c'est pareil. Hein. Donc, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, juste avant de prendre la pause, on va quand même... on va essayer de tester, mais avant de tester... Alors, on va créer maintenant le fichier de configuration Spring. Comment le créer? Donc, en principe, on va le trouver dans les ressources. Dans les ressources, on va le créer directement ici. Ressources. Alors, créer un fichier de configuration Spring. Spring Bean Configuration File. Alors, on va l'appeler application context.xml. Donc, je peux l'appeler comme je veux. Et après, les namespaces, on aura besoin des namespaces context, le namespace TX pour les transactions. C'est tout. Il choisit par défaut le... Voilà. Alors ça, c'est un fichier de Bean Spring. Alors, quelles sont les déclarations que vous aurez besoin de faire rapidement? Alors, pour configurer, vous aurez besoin de faire ces dépendances. Alors, c'est ce que je viens de vous montrer. Et là. Alors, vous aurez besoin de déclarer le data source.
Alors, data source, en principe, on va créer un objet de driver manager data source. On va spécifier les propriétés driver name, URL, username, password. Deuxièmement, on va créer persistence unit manager. Alors, persistence unit manager, on va lui spécifier les propriétés suivantes. Tout d'abord, default data source. Donc, c'est le data source qu'on vient de créer. Et après, persistence XML locations, où est-ce qu'il va trouver les fichiers de persistance? On va spécifier où se trouve le fichier persistance.xml. Et après, vous créez l'entity manager factory. Et vous lui spécifiez les propriétés. Persistence unit manager, c'est la référence vers persistence manager. Et persistence unit, c'est le nom de l'unité de persistance. Parce que dans le fichier persistance.xml, vous avez créé une unité de persistance. Et enfin, vous créez donc transaction manager. Alors, c'est un objet de type GPA transaction manager. Et vous faites la référence vers entity manager factory. Et pour utiliser les transactions, la notation transactionnelle, vous utilisez TX annotation driven. Parce qu'en fait, ça c'est pour spécifier, parce qu'après on va utiliser la notation transactionnelle pour la gestion des transactions. Et transaction manager, on va spécifier bien sûr la référence vers transaction manager. Et enfin, parce que nous allons utiliser la notation persistence context au niveau de DAO, vous déclarez context annotation config. C'est-à-dire également, il va interpréter les annotations de type persistence contexte. On va les copier, ces déclarations. Alors, déclarer alors ça c'est pour le data source. Alors juste il faut créer une base de données qu'on va appeler SID et boutique. SID et boutique. Username, password, donc c'est pareil. Après, on aura besoin de déclarer. Tout ça, c'est de la configuration GPA. Voilà. Alors maintenant, il va falloir faire la correspondance. Donc, data source, le fichier persistence.xml. L'unité de persistance, on l'appelait comme ça? Voilà. Boutique. UP boutique, c'est ça? Et c'est tout. Donc, comment? Ah, il y a un beans en plus qu'on a copié. Alors ça, c'est vrai que c'est toujours bien de le faire dans un premier temps. Vous le faites manuellement. Comme ça, vous prenez cette logique de dépendance que vous devrez faire, mais après vous allez vous rendre compte que finalement c'est toujours la même chose que vous allez utiliser dans Spring, n'est-ce pas? Sauf que l'avantage ici c'est que vous avez la possibilité de changer les implémentations. Hein, chacun utilise une implémentation différente. Alors on va juste créer la base de données. Alors, SID et boutique. Alors maintenant, il faut maintenant il faut lire ce fichier-là, n'est-ce pas? Alors il y a deux moyens, soit que vous démarrez le serveur et après il va lire ce fichier-là parce qu'en fait on va lui spécifier juste le chemin et après il va l'interpréter. Ou tout simplement, vous allez faire un test unitaire, une simple application. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant. Ce serait l'occasion de vous montrer comment travailler avec les tests unitaires JUnit. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, on va créer un test qui va nous permettre de voir si la base de données est créée. Alors, en fait, les tests, alors dans le projet, vous trouverez donc dans source test, on va créer un test unitaire. JUnit test case.
Alors, on va lui donner le nom, test GPA. On va juste tester GPA. Et après, vous avez un fichier. Alors, en fait, le test unitaire, c'est quoi? En fait, il va vous permettre de faire un test. Mais quand vous faites le test, après, vous dites quand est-ce que vous considérez que le test a réussi et quand est-ce que vous considérez que le test a échoué. Alors, ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la méthode test, alors en fait, la méthode, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je l'appelle test 1 et après, vous pouvez ajouter d'autres tests. Mais chaque méthode, elle est précédée par la notation test. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser class_path. Je sais que vous attendez la pause. Donc, je vais prendre ça. Voilà ce qu'on va faire. Un simple test. Alors, class_path XML application context, c'est comme si vous utilisez XML bin factory. Donc, je crée cet objet-là de Spring et je lui montre où se trouve le fichier. Quel est le fichier qui contient la configuration. Donc, ça, je demande à Spring de lire ce fichier de configuration. Alors, en principe, il va le lire. Il va interpréter. Alors, si l'opération se déroule bien, donc je vais afficher en fait assert true, c'est-à-dire que le test a réussi. Donc, je suppose que ça marche. Mais s'il y a une exception, parce que de toute façon, quand il va créer ces objets-là, il se peut qu'il y ait une exception qui va être générée. Alors, s'il y a exception, je considère que le test n'a pas réussi. Et du coup, donc, je vais afficher le message de l'exception comme au niveau de la console des tests. Alors, le fichier, on l'a créé dans les ressources application context.xml. Alors, pour faire le test unitaire, donc on va exécuter avec JUnitTest. Alors, ce qu'il va faire, c'est que bien sûr, il va lire le fichier. Alors, a priori, donc, il fait la configuration. Mais après, vous allez regarder ici, JUnit. Alors, c'est en rouge, n'est-ce pas? Alors, en rouge, quand vous avez ça en rouge, ça veut dire que le test n'a pas réussi. Ça veut dire qu'il y a une exception. Alors, cette exception-là, il faut l'avoir. Et pour l'avoir, on va la voir tout à l'heure. Alors, ici, vous avez un petit souci dans... Alors, SID, au niveau de... les rôles, voilà, il y a une unmapped class, les rôles. Plutôt, la classe user. En fait, c'est la classe, on a oublié la notation entité. Là, on l'a oublié soit pour les rôles, soit pour user, c'est ça. Parce que quand il vous dit unmapped, ça veut dire que en fait, c'est une classe qui n'est pas une entité. Alors, on a également oublié. Alors, vous voyez, donc, vous ne suivez pas. Ça, c'est la preuve. Alors, stratégie égale generation type point identité. Enregistrer et on reteste. Alors, en tout cas, le test, alors cette fois-ci, c'est en vert. Alors, quand vous dites en vert, ça veut dire que le test a réussi. Alors, en principe, si on regarde la base de données, alors SID et boutique. Alors, vous avez les tables qui sont générées. Il y a catégorie, client, commande, ligne de commande, produit, rôle, users. Alors ça, c'est un premier test réussi, donc on va le conserver.